transporter. Le silence devient un fardeau. Laisse ton corps parler avec ses mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Maman tore telemono nangi manwo yinambege manwo sebeloe. Maman tore telemono nangi milega. Il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas me blesser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Papa, sors. Je vais te tuer. Je vais te tuer, tu vas voir. Bonsoir, bienvenue sur le live de la plateforme Empowering Women International avec sa campagne contre les violences faites aux femmes. Ce soir, nous allons vous présenter notre marraine, et deux autres intervenantes qui sont venues la soutenir et vous parler des violences qu'elles ont vécues. Alors ce soir, nous vous présentons Maria qui est la marraine. Elle va se présenter et un peu vous expliquer ce qu'est. Bonjour, donc moi c'est Maria, j'ai 50 ans. Voilà, j'ai eu une expérience il y a longtemps de violence conjugale. Je pensais avoir enterré tout ça et puis ça ressurgit maintenant, mais maintenant je suis forte, je suis vaillante et je voudrais amener mon expérience pour aider d'autres femmes parce que c'est plus tenable du tout. Donc maintenant, j'ai pris une belle revanche sur la vie. Je suis dans le milieu artistique. J'essaye de faire un one-man show. Et voilà, pour vous prouver qu'on peut renaître de ses cendres et que la vie ne s'arrête pas à ça. Il faut bouger, il ne faut pas vous laisser faire. Super, merci Maria. On va présenter les autres invités. Alors, ce soir, on accueille une autre invitée qui est connue pour toutes ses contributions dans le niveau associatif, dans le niveau politique et dans sa vie en tant que personne. Donc voilà, je vais la laisser se présenter parce qu'elle a beaucoup de casquettes et voilà, elle se présente. Bonsoir à tous et à toutes qui nous suivent présentement sur les réseaux sociaux. Je me présente, je suis Délicia Souka. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes pour essayer de faire court. J'interviendrai ce soir en tant que présidente de l'association MDJS Maison des Jeunes qui œuvre en faveur de la jeunesse défavorisée d'ici et d'ailleurs, et également présidente de l'association Divine qui œuvre pour l'épanouissement et la valorisation de la femme dans tous les domaines, donc tout ce qui est droit de la femme, amélioration de la condition féminine, lutte pour les droits de la femme. Donc voilà la casquette qui est vraiment concernée ce soir. Et
peut-être que mes responsabilités d'élu municipal pourront apporter un plus. On le verra dans le déroulement de l'émission, mais sinon, effectivement, je suis depuis quelques mois ancrée dans le milieu politique au sein de ma ville en région parisienne en France. Voilà. Super, merci beaucoup. On revient à toi après. On va présenter, pardon, j'ai plus de voix, la dernière intervenante. Voilà. Bonsoir Amina, j'espère que la connexion est correcte. Voilà, là on t'entend. Tu m'entends? Donc tu vas te présenter, hein. Je te présente pas, tu vas te présenter, faire connaissance avec le public qui ne te connaît pas encore ou qui te revoit pour la xème fois. Donc je te laisse te présenter. Bonsoir à tout le monde et merci Amina de m'avoir invitée. Je suis Anna Romano, comédienne, metteur en scène, auteur à l'occasion, ou dramaturge, ça dépend. J'ai un lien d'amitié et de sympathie très particulier avec Amina, confrontation entre femmes résistantes et têtues. Et voilà, je suis ravie de partager mon expérience ou mon regard sur la situation de la femme, la condition de la femme avec vous. Est-ce que j'ai dit mon nom? Non. Je m'appelle Anna Romano. Voilà, merci Anna. Donc voilà, on va vous mettre toutes sur le panel. Voilà. Donc, tous les micros sont fermés pour éviter. Voilà. Donc voilà, donc on vous a présenté notre marraine, Maria, qui a décidé de soutenir l'association Les Parents Soulagés et particulièrement le Employment International, qui est son département leadership. Alors, ce que Délicia Souka ne vous a pas dit, c'est qu'elle fait également partie du comité représentatif Empowering Women International. Donc, c'est une force vive et sûre de notre réseau. Donc, nous allons commencer la conférence parce que aujourd'hui, c'est le jour que chaque année les femmes fêtent. Chaque année, les femmes s'activent. Chaque année, les femmes contribuent à cette journée contre les violences faites aux femmes. Mais ce qui est déplorable, c'est que ça s'estompe avec le temps. Donc, on ne doit pas attendre. Vous m'entendez pas? C'est vrai? Non. On m'entend pas? C'est pas vrai. Vous m'entendez pas? Il y a un gros... Oui. Ça résonne, on comprend pas, on comprend un mot sur 4. C'est vrai? Compliqué. Oui, là c'est très bien. Là, ça va? Là, oui. Là, Oui, ça va. C'est en décalé, mais Vous ça va. m'entendez? Ouais, Oui. là, ça va, ouais. Mais on n'a rien entendu. Ok. Là, vous m'entendez? Bah, je vais reprendre. Je suis désolée. Donc voilà, je disais que chaque année, le 25 novembre, les femmes contribuent à la journée mondiale contre les violences faites aux femmes pour que ça s'arrête. Et ça, c'est mondialement connu. Malheureusement, il est déplorable de voir que ces travaux s'arrêtent à cette journée, ou en tout cas à cette campagne qui dure à peu près 16 jours. Donc, on va essayer de contribuer par la campagne de Maria. En tout cas, nous, on y contribue toute l'année. Et on va essayer de ramener à notre cause le plus de femmes possible. Et aujourd'hui, on va parler de la violence intrafamiliale, la violence conjugale, et parler des expériences de Maria et de Anna, avec la contribution du travail de terrain associatif de Délicia. Donc, je vais retirer vos micros. Je vais poser la question et puis on va voir qui va répondre la première. Alors, donc, la maltraitance est une réalité plurielle. Que pensez-vous des violences invisibles aux multiples visages, telles que les maltraitances intrafamiliales, les coups et les violences non verbales, mesdames? Qui commence? Je peux, hein. Je n'ose pas dépenser Madame Square. Oh. Mais voilà. Ben, moi, je dirais honneur à notre marraine d'aujourd'hui. Hein.
Honneur à la marraine de ce soir. Ah oui. Hein. Ah, merci les filles. La violence, de toute façon, elle est partout, intrafamiliale, mais maintenant, elle est carrément dans l'air ambiant. On ressent une violence crépitante dans le climat ambiant et elle s'accentue, vu qu'on est en clos fermé, en vase clos, elle s'accentue d'autant plus que voilà, on a pas de soupape pour respirer et les tensions sont de plus en plus difficiles au sein des familles, surtout quand les espaces sont restreints. La violence verbale, je pense qu'elle est encore plus forte que certains coups. Et j'ai une expérience moi, mais je voudrais aborder, parce que moi je pense que j'ai presque digéré tout ça, mais hier soir j'étais avec une amie à moi qui est en plein dedans. Et pourtant c'est une fille qui est courageuse, qui s'est battue pour ses enfants, et là elle se retrouve en peu de temps, hein, ça fait 6 mois, elle se retrouve dans ce que moi j'ai connu. Alors j'essayais de lui dire de la bouger et tout, mais il y a vraiment cette emprise là qu'on a psychologique. C'est une forme de violence aussi, où elle était, même là en étant à la maison, elle tremblait, elle attendait son téléphone, elle ne savait pas quoi dire. C'est pas la première fois qu'elle a des yeux au beurre noir. Je lui dis, mais t'attends le dernier coup, le coup ultime. Et c'est pourtant une fille qui a déjà eu pas mal de choses qu'elle a affrontées dans la vie, de la voir comme ça. Et en fait, même en voulant aider, on ne sait pas comment faire. On n'y arrive pas. Donc la violence que tu dis, je trouve qu'avec ce qu'on vit en ce moment, elle se retrouve encore plus accentuée dans les foyers quand les portes sont fermées, que personne ne peut vous aider. Et ça devient de plus en plus difficile à détricoter ça. Je me suis trouvée impuissante hier alors que j'ai envie d'aider, mais j'ai bien vu que si tant qu'elle ne l'aura pas décidé, ça n'ira pas. Mais elle me dit, je vais où, je fais quoi? Il est là le problème, il faut vraiment qu'on réponde à ces questions, que ces femmes, elles aient un point d'accueil, quoi qu'il se passe, sans passer par la case police, sans passer par rien, qu'elles savent qu'elles peuvent rentrer dans un hôtel, qu'il y a des bons pour ces situations-là, sans justificatif, mais avoir ce repos à tête reposée pour se poser le vrai problème. Il faut vraiment de l'aide. Donc, ouais, toute cette maltraitance physique, verbale, je sais pas si un jour on arrivera à bout de tout ça. Mais c'est vrai que malgré notre bonne volonté, on reste quand même impuissant. Hier, ça m'a fait un sentiment bizarre quand même. Merci Maria. Alors, Anna Delicia, laquelle va enchaîner derrière cette contribution? Voilà, j'ai allumé mon micro. Marie a dit quelque chose qui est extrêmement important. Et malheureusement, comme on a déjà partagé nos expériences personnelles, on ne va pas en revenir parce que ça fait un peu de la littérature, de la triste littérature. Mais il est clair qu'on n'a pas eu, du point de vue de la société, nous n'avons pas eu une réponse adéquate, surtout dans les moments d'urgence. Parce que dans le moment d'urgence, on doit passer par l'assistante sociale, par la police, on a tout le temps de se faire égorger, mais vraiment comme un petit lapin. Alors qu'une urgence est déterminée par quelque chose par un mouvement qui doit être fait en vitesse et en sécurité. Alors c'est vraiment la question de l'accueil en sécurité qui n'est pas prévue dans notre société. On me fait signe qu'on n'entend pas. C'est ça? Tu m'entends? Tu as appuyé sur ton micro, Anna. Oui, il était allumé, mon micro. Là, tu m'entends? Ok. Je disais que justement, on n'a pas... l'expérience qu'on a partagée à une autre occasion, celle de Maria et la mienne, révèle du même endroit de faiblesse. Ça veut dire qu'au moment de l'urgence, puisque c'est une urgence, on est obligé de passer par des cases qui sont l'assistante sociale ou la police, alors que ça donne ainsi tout le temps de rester en danger. Il n'y a pas de réponse au niveau de la société qui permet pour une mère, au-delà de l'âge, au-delà de la situation, de courir avec ses enfants en toute sécurité directement, où les portes sont ouvertes sans jugement, pour donner le temps
de vérifier, de constater, de comprendre, mais que voilà, une femme en danger, elle arrive à la police avec ses enfants, ou souvent seule, parce qu'elle ne sait pas prendre ses enfants, elle doit passer par la case vérification. Et souvent, elle doit rentrer à la maison. Mais moi, je défie n'importe qui en danger de rentrer à la maison, en sachant qu'on a probablement laissé ses propres enfants dans une situation de danger. Donc, c'est comme si le risque qui n'est pas pris en compte du bon côté, n'est pas regardé du bon angle. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Il n'y a pas d'institution qui prévoit un accueil à bras ouverts pour permettre un temps de recherche, de constatation, de réflexion autour du danger que la femme a ressenti. En Italie, le meurtre continue. Aujourd'hui, il y en a eu deux femmes. Une prise à coups de poignard dans son sommeil, l'autre étranglée par son compagnon. Les deux avec des enfants. Les deux avaient déjà prévenu la police. Les deux avaient déjà écrit aux assistants sociaux. Les deux avaient déjà demandé de l'aide. Les deux sont mortes. Elles ne savaient pas où aller. Donc, on fête encore le 25 décembre, on remémore tout ça, on s'y retrouve dans la même journée avec deux deuils au niveau national, parce que c'est un deuil au niveau national. On ne peut pas. Ce sont des vies qui sont arrachées d'une violence inouïe devant leurs enfants en plus. Les deux ont demandé de l'aide et la réponse est toujours la même. Si on n'a pas un acte violent, on ne peut pas intervenir. Donc, nous devons attendre, en tant que femmes, l'acte violent, parfois irréversible, pour que la société puisse intervenir. Ce qu'il me semble une aberration. Il me semble une aberration. Donc, on a une date, on est le 25 novembre, on est là, on en discute, mais au niveau politique, au niveau social, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une solution qui a été mise en pratique. Ces deux femmes auraient pu prendre leurs enfants et s'adresser à une structure d'accueil en attendant que le danger soit vérifié. Et pas attendre que le danger se vérifie pour qu'on puisse dire effectivement, madame, elle disait le vrai. Hein. Voilà. Je n'ai pas envie de faire de l'ironie, mais à chaque fois, ça me choque. Ça me choque. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Donc, Délicia, si tu peux rebondir là-dessus. Oui, donc pour dans un premier temps répondre à ta question, ce que je pense de ces violences-là, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient intrafamiliales ou autres, bon, pour moi, je me dis que la violence, elle a toujours existé. La violence, elle a toujours existé, elle a toujours été présente. Et ce que tu dis de intrafamilial, pourquoi peut-être bon, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une avancée parce que on commence de plus en plus, même si ça paraît lent pour certains, on commence de plus en plus à en parler, à parler de ça, à parler de ce sujet. Mais pour moi, je trouve que la violence, que ce soit dans les familles ou quel que soit le type de violence, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Et mais c'est difficile d'en parler parce que ça touche à l'intimité d'une personne, ça touche au cercle privé, ça touche à son intimité. Donc le fait de se dire que je dois trouver une solution extérieure, déjà tout de suite c'est un blocage parce que ça veut dire se mettre à nu. Ça veut dire se mettre à nu, ça veut dire se dévoiler. Et on sait bien que l'intimité, déjà comme le nom l'indique, voilà, c'est intime, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui est à nous, c'est quelque chose qui est privé. Mais à partir du moment où on est victime de violence, où on vit la violence, il faut en parler. Donc ça demande un effort, si je peux dire, surnaturel déjà. Parce qu'il faut s'ouvrir, livrer quelque chose qui est dans l'intimité, dans le secret, ouvrir les portes de sa maison, ouvrir voilà, tout ce qui était caché, il faut l'exposer. Et c'est ça qui est quand même difficile, Et dans ta question, tu parlais également donc voilà, les violences non verbales. Je voulais rebondir sur les violences non verbales parce que si pour moi, oui, la violence, elle a toujours existé, mais d'autant plus la violence non verbale. On en parle peu parce que dès qu'on dit violence,
dès qu'on parle de violence, ben, tout de suite, le réflexe, on voit les coups, on voit les blessures, on voit les armes, ben, on voit tout ce qui est physique, en fait. On voit tout ce qui est physique. Or, il y a cette violence non verbale qui a des effets invisibles, en fait, et qui est tout aussi dévastatrice, qui est tout aussi catastrophique. Et ça, je pense et je trouve qu'on en parle moins. Parce que comme justement, c'est non verbal, et comme il n'y a pas de traces visibles, vous savez, la société où on vit, la société dans laquelle on évolue, c'est beaucoup sur le physique. C'est beaucoup sur ce qui se voit, sur ce qui tape à l'œil. Donc, si on ne le voit pas, on ne va pas le considérer. Donc, toutes ces blessures-là intérieures, morales, psychologiques, elles sont étouffées, elles sont déconsidérées ben, parce qu'on ne les voit pas et à tort. C'est vraiment à tort parce que je pense que c'est celle-là qui cause encore plus de dégâts. Voilà. Parce qu'un coup, bon, on va pas minimiser hein, la violence. Hein. Mais si je peux faire la contrebalance, un coup, tu auras une marque. Maria l'a dit tout à l'heure, l'œil au beurre noir, une blessure, tout ça. Avec le temps, ça va disparaître. Avec le temps, la blessure, elle va se guérir. L'œil au beurre noir, il va s'estomper et il n'y aura plus de traces physiques. Mais la blessure intérieure, elle se guérit très, 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 très difficilement et voire jamais. Et pourtant, c'est celle-là qu'on ne traite pas, c'est cette violence qu'on ne traite pas, donc à tort. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette première question. Voilà, merci beaucoup pour ta contribution. Alors, on a décidé d'aborder l'angle par rapport à l'enfance, toutes les étapes des stades où est vécue la violence. Donc, en partant de ce que vous avez partagé tout autant que vous êtes, que pensez-vous des enfants finalement qui, petits, vivent cette violence psychologique? Pensez-vous qu'il reste des stigmates en grandissant? Est-ce qu'ils se soignent dans l'adolescence? Est-ce qu'ils se soignent en tant qu'adultes? Ou est-ce que c'est un schéma qu'ils vont reproduire eux-mêmes ou un schéma qu'ils vont attirer dans leur vie personnelle? Je ne sais pas si je peux te répondre directement. Bon. Il y a tout un parcours à faire autant qu'enfant maltraité, autant qu'enfant battu ou simplement témoin de la violence entre les parents. Déjà parce qu'on est pris au piège de l'affection qu'on porte à nos parents et il est difficile de juger parce que même un père violent reste un père et même une mère pas aimante reste une mère et un enfant est en demande d'amour. Une fois adulte, on se retrouve avec l'enfant intérieur qui demande toujours cet amour qui n'a pas été donné au bon moment et au bon endroit. Et on se retrouve évidemment à transposer ce manque dans toutes les relations. Il faut devenir un adulte conscient qui fait un parcours psychanalytique pour soigner l'enfant intérieur et être mature et sain dans ses relations. Un parcours que parfois prend toute une vie. Parce qu'on pratique l'amour qu'on a connu. Si les parents aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, et en termes de psychologie et en termes aussi de sensibilité, hein, si tous les parents, je veux dire, avaient cette conscience, on pourrait travailler à un rapport de couple différent et à une approche aux enfants différent. La conscience qu'un enfant qui est témoin, un enfant qui doit prendre parti à ce genre de violence, est un enfant conditionné, est un enfant qui ne verra pas sa vie s'ouvrir de manière sereine, en action, et sera une vie en réaction à sa mauvaise expérience. Je pense que cette notion pourrait changer énormément déjà de comportement en termes relationnels. Ça, c'est mon point de vue. Après, je sais, moi, déjà, personnellement, qu'on peut guérir, on peut mûrir, on peut grandir. Mais combien de temps est perdu derrière cette guérison et derrière cette recherche
un temps dont on n'en profite pas. Comme le temps passe vite en plus, on se retrouve à la limite à 50 ans pour dire enfin je me suis soignée, enfin je suis bien, enfin je peux être moi-même, libérée de valises qui n'étaient pas les miennes. Je crois qu'il faudrait travailler beaucoup plus sur ce concept. On sait que les enfants sont résilients. Les enfants, ils s'adaptent à tout, ils résistent à tout, et ils ont la capacité même de se réinventer face à ce qu'ils ont vécu. Mais il reste une plaie. Donc une plaie à soigner, une plaie qui prend une bonne partie de la vie qui va venir. Et j'espère vraiment que notre société puisse toucher à un niveau de conscience face à cette problématique pour éduquer les parents à garder hors leur relation de couple leur attitude parentale. Les enfants ne doivent pas être pris en jeu et pris au piège de leur choix. Les adultes changent, les adultes font des choix de vie, ils n'ont pas le droit de jouer avec la vie future de leurs enfants. Mais voilà, c'est mon point de vue qui est lié à mon expérience. Il faudrait. Alors, je sais qu'une bonne partie des parents que je rencontre, avec qui je me confronte aussi, très souvent, ils subissent les maltraitances ou les difficultés d'une relation, justement pour protéger les enfants. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'il ne faut pas traîner une relation, il ne faut pas continuer en subissant, parce que subir est encore un acte violent face à ses propres enfants. Il faut décider, il faut agir. Évidemment, en ayant les instruments, en ayant la chance de saisir les occasions pour pouvoir s'en sortir. Chaque cas humain est différent. Et je ne crois pas que nous avons toutes la même chance et la même opportunité. Mais je crois que c'est important d'être conscient des dommages, des dégâts ravageants que nous pouvons apporter au développement psychique et affectif de nos enfants. Voilà. Merci beaucoup. Qui va suivre? Donc, je poursuivrai. Pour moi, la violence envers les enfants, c'est... Wow. Encore une fois, bon, on peut justifier aucun type de violence. Mais je me dis, envers un enfant, je sais pas pourquoi, parce que l'enfant, c'est l'image de l'innocence. C'est l'image de l'innocence, c'est la fragilité. L'enfant, on veut en prendre soin, on veut le protéger. Donc, pourquoi en faire un objet un objet sur lequel on reproduit la violence? Ça, bon, je ne le comprends pas, mais je le comprends dans le sens que, oui, effectivement, je pense qu'une personne qui a lui-même vécu la violence ne peut que reproduire la violence. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si on n'a jamais connu aucun autre langage que la violence, ben on va s'exprimer avec la violence. Voilà. Si je peux dire, c'est comme un enfant qui grandit et on lui parle toujours dans la langue maternelle, on va dire, voilà, on lui parle toujours en lingala, il va connaître que le lingala. Et le jour où il va commencer à parler, il voudra s'exprimer, il ne pourra pas s'exprimer dans une autre langue que celle qu'il a toujours entendue et que dans celle qu'il a toujours vécue, en fait. Et c'est pareil pour la violence, quelqu'un qui a grandi dans la violence, plus tard, quand il voudra s'exprimer, le premier réflexe, ça sera la violence. Et donc, un enfant qui subit ça et il grandit forcément, pour moi, avec les séquelles. Il grandit forcément avec les séquelles parce qu'on l'a dit dans la première question, la violence, elle laisse des traces. Elle laisse des traces indélébiles. Je rebondis sur ce que disait Anna Romano. Même si certains arrivent à guérir, pour moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas totale guérison parce qu'il y a toujours des traces, il y a toujours une blessure qui reste. Et un enfant qui a vécu la violence, pour moi, il grandit avec ça et il meurt avec ça en lui. Et bien évidemment que ça va influencer tout son avenir, toute sa vie d'adulte, tous ses choix.
Et si je peux dire, moi, je remarque, il y a plusieurs réponses ou plusieurs réactions, parce que là encore, Anna Romanou l'a dit, on est tous différents. On est tous différents, donc chacun aura différentes manières de pouvoir gérer ce passé violent. Mais je remarque deux grands axes. Je verrai cette personne, cet enfant qui a vécu la violence, et quand il grandit, il va faire que reproduire cette violence. Et je vois à l'extrémité cet enfant qui a vécu la violence, et quand il va grandir, ça sera l'autre extrême. Il sera doux à l'excès, si je peux dire, doux à l'excès, calme à l'excès, introverti à l'excès, gentil à l'excès, en fait. Donc, les deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est ce que moi, je vois le plus souvent ou qui ressort le plus souvent. Quelqu'un qui est trop, peut-être trop gentil, trop doux, trop aimant, qui aime sans limite, sans contrôle. Et lorsque tu creuses, tu te rends compte que au fond, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui a vécu des violences, justement. Et par à coup, comme je viens de le dire, quelqu'un qui est violent à l'extrême, agressif. Et lorsque tu creuses, et tu vois qu'il y a des traces de violence dans son enfance. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est quelque chose, pour moi, je pense, on grandit avec et on meurt avec. Ça ne disparaît jamais totalement. Combien même on est passé par un processus de soins et de guérison. Je pense que la guérison, elle est là, elle permet d'acquérir une stabilité, si je peux dire, une stabilité morale, psychologique, sociale, professionnelle, mais elle n'efface pas le vécu. Merci beaucoup pour cette contribution aussi pertinente que la précédente. Alors, Maria? Moi, je voudrais dire que c'est effectivement, déjà, c'est incompréhensible comment on peut s'en prendre à des enfants quand on aura toujours le dessus. Je comprends pas je comprends pas le sens du truc. Et je trouve que c'est des enfants qui sont spoliés. On leur vole leur enfance, on leur vole leur innocence. À quel âge qu'on démarre, et ils sont spoliés. Ils pourront pas vraiment se construire. C'est pour ça que ça reste une faille qui se refermera peut-être, c'est vrai, jamais. Puis il y a toujours ces gestes, on a toujours peur en fait. Quand on a connu la violence, les enfants qui ont connu la violence, ils ont en fait toujours peur de tout. Ils pensent toujours qu'il va y avoir une punition ou qu'ils vont prendre un coup comme ça au hasard, donc toujours un peu sur la méfiance. Donc en fait, c'est carrément des vies qui sont spoliées pour rien, parce que qu'est-ce qu'on va gagner à taper un enfant? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont n'importe quoi. Et le fait avec les enfants, on a le même problème qu'avec la violence faite aux femmes, c'est qu'ils n'ont pas de refuge. Avant, on avait à l'école des référents, ils arrivaient à parler, il y avait un dialogue, il y avait une attention plus portée, on voyait des enfants chez qui ça n'allait pas, ou des enfants qui changeaient de comportement et on leur apportait une aide, même si c'était moins dit. Mais maintenant, tout devient tellement anonyme, tout tellement égoïste. Ces enfants, ils n'ont pas aucune parole à trouver où aller la dire. C'est exactement le même processus que pour les femmes. Donc je pense que pour tout ça, c'est de la non-assistance à personne en danger. Il faudrait que la société revoie des structures d'accueil sans condition, sans jugement, pour tous ceux qui sont, voilà, qui vivent ça. Et on n'est pas assez là, et on est tous tellement débordés que des fois, on va peut-être remarquer un petit truc sur un copain des enfants, puis après, notre vie, elle reprend, et puis on oublie. Et personne ne trouve d'écoute. Et voilà, donc tant qu'il n'y aura pas d'écoute et tant qu'il n'y aura pas d'accueil sans condition et sans jugement, on n'arrivera à rien du tout, je pense. Merci beaucoup, Maria, pour ton intervention. Alors, je vais essayer de positionner les choses. Délicia a dit tout à l'heure qu'on parle très peu de cette violence psychologique. Moi, j'aimerais rebondir sur le fait que la violence intrafamiliale et la violence conjugale, dans le fait de la loi, n'ont pas de différence. La violence conjugale, on entend bien que c'est par le conjoint, mais la violence intrafamiliale, ça peut être par tous les membres de la famille. En ces temps de confinement,
avec le travail qu'on fait sur le terrain, on a aussi remarqué que la violence aujourd'hui venait, ce qui a toujours été présent, mais plus venant des enfants vers le parent par le stress de ce confinement, par le stress que la crise sanitaire apporte. Et donc, il n'y a plus que le parent, il y a aussi l'enfant. Et j'ai pu avoir un entretien aujourd'hui avec la députée bruxelloise, Madame Latifa Aïd-Bala, qui me disait également que voilà, tout est surdimensionné et rien n'est à mettre dans des cases, en fait. Donc, on ne peut pas séparer au niveau de la loi la violence intrafamiliale parce qu'on la considère au niveau de la loi comme la violence conjugale. Alors, moi, je vais vous poser une question. Donc, on a parlé de l'enfant, cet enfant qui subit des violences, quelles qu'elles soient, psychologiques, physiques. Mais maintenant, souvent on dit que on reproduit, qu'est-ce qu'on connaît. Mais vous, dans votre vie de femme qui avez subi ces violences, est-ce que, étant petite, vous avez eu aussi à avoir des violences ou être dans un environnement violent? Ou donc, en m'exprimant un peu mieux, est-ce que vous avez subi vous-même des violences? Et en me retournant vers Délicia, je lui poserai la question de savoir quel est le schéma le plus courant qu'elle rencontre dans son travail de terrain au niveau de ce processus. Donc, en partant de la victime, est-ce que la victime a un passif violent par rapport à sa famille ou est-ce que donc un passif violent qui fait qu'elle a un comportement qui attire vers elle des personnes tout aussi violentes. Donc, est-ce que c'est un effet aimant? Voilà. Moi, je pense. Peut-être donc pour cette question, je vais débuter puisque, bon, contrairement à mes collègues, si je peux dire ce soir, je n'ai pas vécu la violence, je n'ai pas grandi dans un climat violent, je n'ai pas vécu la violence. Moi, mon combat d'aujourd'hui, c'est en tant que témoin en fait. C'est parce que je suis témoin de ce qui se passe. Je suis sensible à ce qui se passe autour de moi. Je suis sensible à ce qui se passe chez mon voisin, chez ma voisine. Et je sais pas, j'ai cette hypersensibilité qui fait que lorsqu'il se passe quelque chose que je trouve injuste ou intolérable, je ne peux pas laisser passer en fait. Il faut que j'aille plus loin, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je puisse intervenir. Et donc, personnellement, je n'ai pas grandi ou vécu la violence, mais bien évidemment, je vais peut-être rectifier. Parce que comme on parlait de violence non verbale ou invisible, si on se base que sur cette définition, je pense que tous nous avons vécu la violence. Tous nous avons vécu la violence. Si elle n'est pas physique, elle a été verbale. Elle a été verbale. Donc, si je me base, oui, sur cette définition, je peux dire originelle et basique, j'ai connu et je connais la violence. Et je sais que moi, je ne sais pas, est-ce que c'est l'éducation? Je pense que oui, l'éducation a fait que, et mon caractère, mon tempérament a fait que, face à cette violence, je sais répondre peut-être plus facilement qu'une autre. Et c'est ce qui fait que ce répondant, cette force-là, cette rage, cette révolte qui est née de toutes les situations que j'ai vues, m'a poussé déjà à créer l'association divine qui œuvre en faveur de la femme. Et là, c'est dans tous les domaines. L'association divine se veut d'être cette plateforme qui encourage la femme dans n'importe quel domaine, qui est derrière la femme pour lui dire, femme, tu n'es pas n'importe qui, tu es importante dans cette société, tu es importante, tu as de la valeur, tu as des capacités, tu as un potentiel qui n'est non négligeable, tu peux apporter quelque chose au monde, déjà dans ta famille, dans ta ville, dans la société et au monde, tu peux apporter quelque chose. Donc, on est vraiment porteuse de ce message-là qui vise
mais qui vise à encourager, à valoriser ce que la femme est, ce que la femme sait faire, ce que la femme fait dans sa vie de tous les jours. Et voilà, témoin de ces choses, il fallait que je puisse créer une structure qui, même à sa faible échelle, pouvait répondre à quelques besoins. Donc, si là, tu parlais de schéma, des femmes que j'ai eu à écouter, à entendre, des fois, je ne vais pas chercher trop plus loin que ça, en fait. Parce que comment dire, je suis pas psychologue de métier, je suis pas assistante sociale de métier, mais moi je me dis que dans ce genre de problème là, on ne demande pas un professionnalisme, on ne demande pas une technique, on ne demande pas une fiche à suivre. C'est tu écoutes avec ton cœur et tu réponds avec ton cœur. Donc lorsque je suis face à une femme, je ne sais pas forcément ce qu'elle vit, mais à force de parler, c'est par rapport au langage, en fait. Par rapport au langage de cette femme, elle va employer un certain langage ou certains mots. Déjà, je me dis, tiens, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle, je ne sais pas pourquoi. Et je creuse pas tout de suite, c'est avec le temps, au fur et à mesure des échanges, au fur et à mesure de nos conversations. J'écoute beaucoup et par rapport au langage de cette personne, je rebondis. Hein, ces femmes-là dont je parle, par exemple, elles peuvent avoir ce langage-là où tu sens qu'elles se minimisent, elles n'ont pas confiance en elles, elles n'osent pas prendre les devants, elles n'osent pas faire des choses et pourtant elles ont des idées, elles ont un potentiel, mais il y a quelque chose qui les bloque. Et plus on avance, si j'échange avec elles, je parle avec elles sur n'importe quel sujet, hein, pas forcément sur leur vécu, mais c'est là que, avec le temps, elles-mêmes, elles vont commencer à s'ouvrir et à parler. Et c'est là que tu comprends que, ah, voilà, derrière tout ça, en fait, il y a une origine, il y a une source, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a créé ce caractère, ce blocage ou ce langage. Et donc, pour moi, si je peux dire, c'est le schéma que je rencontre, en fait. Je n'ai pas affaire à moi tout de suite à des femmes qui font appel à l'association et qui te disent non, je suis victime de violence ou je vis ça, je vis ça. On se rencontre dans une certaine circonstance et des fois une circonstance festive, positive. Et c'est au fur et à mesure de notre relation et de nos échanges que là, cette femme, elle vient à se confier et finalement, tu vois qu'elle est victime ou elle a été victime de violence. Donc voilà, je n'agis pas à la source, à l'origine, à l'enfance et tout ça, ce n'est pas mon travail. Je me sers de ce qu'elle me dit là, maintenant, sur le vif, pour avoir tout de suite là une réponse qui va la réveiller, qui va lui faire du bien, qui va l'encourager sur le moment. Voilà un peu mon cas personnel. Alors, il y a Madame Dorinel qui s'adresse à toi directement en te demandant ne pensez-vous pas que le fait de n'avoir jamais subi personnellement des violences ne rend pas approximatif votre raisonnement? Qu'as-tu à répondre à Madame Dorinel? Donc, bon, déjà, dans un premier temps, après, j'ai rebondi, j'ai plus ou moins modifié ma réponse. Mais si je reste sur cette première réponse que j'ai donnée, je dirais non, c'est pas approximatif. Parce que comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'hypersensible. J'ai cette hypersensibilité, cette empathie qui fait que lorsque je vois un cas de violence où quelqu'un vient se confier à moi, je n'ai pas de mal à comprendre et à me mettre dans la situation de cette personne. Là même est la définition de l'empathie. Une personne empathique, c'est quelqu'un qui tout de suite, lorsque tu vas lui parler ou s'adresser à toi, elle va prendre tes émotions en fait. Elle va porter tes émotions, elle va porter ton fardeau. Alors, je ne sais pas d'où ça me vient, mais je sais que c'est ma nature. Et je sais que c'est ma nature. Donc, de ce fait-là, déjà, en tant que femme, mon avis ou mon intervention ne peut pas être approximative.
Parce que si je vois ma semblable femme qui vit cette situation de violence, en tant que femme, je me dis que, voilà, déjà là, vous voyez que l'émotion commence à monter. Je me dis que ça pourrait être moi. Je me dis que ça aurait pu être moi. Parce que je suis une femme comme elle, en couple aussi comme elle, avec des mères de famille aussi comme elle. Donc, ça aurait très bien pu être moi. Donc, déjà, en tant que femme, on n'a normalement pas du mal à s'identifier à cette femme qui est victime. Elle n'est pas différente de moi. Voilà. C'est tombé sur elle, ça aurait tombé sur moi. Donc, voilà, mon raisonnement, il n'est pas du tout approximatif, parce que voilà. Cette position de femme fait que je peux comprendre, je comprends, je peux m'identifier et justement, ayant ce regard extérieur, je pense que ça me donne aussi une force que je peux transmettre à celle qui est victime pour mieux l'encadrer, l'accompagner, l'encourager. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse et on verra ce que Madame Dorinel écrira par la suite. Maria? Moi, je voulais déjà dire que les temps ont bien changé. Hein. Je suis née, moi, en 1970. Alors, je ne peux pas dire que j'ai vécu dans la violence, mais bon, on était 7 enfants et de temps en temps, on en prenait une bonne, quoi. Et ça n'avait pas, je veux dire, on ne va pas dire que c'était dans les mœurs, mais presque. Maintenant, on fait quand même plus attention à la parole. Le fait que ça laisse des séquelles et que ça laisse changer, moi, j'ai une grande gueule, je suis capable de me produire sur une scène d'artiste, j'ai un répondant voilà, qui est en punchline, mais si je me sens attaquée, je suis tétanisée, je ne peux pas répondre. Dès que je sens une forme d'agression, des fois c'est même rien, mais moi je suis incapable de réagir. Donc je pense que même en ayant fait un travail sur soi, oui, il y a des choses qui restent ancrées et qui font partie de la personnalité que tu es après. Voilà, on n'a pas toute la force de... Et pourtant, je vous assure que je suis une grande... Je parle beaucoup, je rigole beaucoup, je suis, voilà, je suis dynamique, tout, mais dès que je me sens attaquée, je suis tétanisée. Voilà, c'est le mot, en fait. Je trouve pas de réponse et je suis comme... voilà, et je bouge plus, je me mets dans mon coin et j'attends. Et le lendemain, je m'en veux de ne pas avoir répondu, mais sur le moment, je peux rien faire. Donc, je pense que les parcours, ouais, c'est... Les fractures sont là et on a vraiment du mal à oublier tout ça. Et pourtant, c'était pas la violence, c'était bon, voilà, on en prenait une si on faisait une connerie, quoi. Mais même ça reste à vitam aeternam, je pense. Et c'est ce qui fait ce qu'on est en même temps, ce qui fait la personne qu'on devient. Alors, je sais pas s'il faut la changer, s'il faut essayer, mais voilà, ce qui fait tourner cette expérience-là, elle fait la femme que tu deviens après. Et peut-être à même d'accepter les violences que tu vas subir conjugales en te disant peut-être que, bon, peut-être en fait c'est ça, c'est normal, quoi. Voilà, il y a beaucoup de chemin à faire, c'est vrai que c'est pas facile. Tout à fait. Merci Maria. Alors Anna? Mais je vais un peu sur les dates avec Maria. C'est le fait, par exemple, que je suis de 71 et les bonnes claques étaient à la mode. Nos parents avaient une éducation qui était complètement différente de celle que nous avons élaborée et essayé d'appliquer avec nos enfants. Parce que même, comment dire, le spectre de la violence, pas dans le sens du fantôme, mais vraiment la largeur du sens de la violence a changé parce que c'est un facteur culturel. La société change, l'idée des droits de l'homme change, l'idée du respect de l'individu change au fur et à mesure. Et en conséquence, aujourd'hui, on peut parler même de violence non verbale, alors qu'avant, ce concept n'existait même pas. Une violence était un acte. Ça ne pouvait pas être oh, c'était juste un mot, tu n'as dit rien de mal, allez, au final, tu es sensible. Aujourd'hui, un insulte, c'est un insulte. Voilà. On définit les choses d'une manière différente. Et donc, je trouve que nous, en tant que parents de cette génération, on est quand même à un carrefour un peu drôle, voire incommode. Parce qu'on vient d'une génération de parents qui avaient la main lourde et ferme, et ça leur semblait complètement normal. C'est l'éducation qu'ils héritaient de leurs parents, donc de nos grands-parents. Nous avons essayé d'être complètement dans l'écoute de l'individu face à nous, donc de nos enfants, dans l'écoute de leurs besoins, etc., etc. Et on se retrouve avec des enfants que dès que tu lèves la voix, ils disent, on appelle l'assistance sociale parce que tu es violente verbalement. Alors,
C'est un peu comique. Tu parlais de difficultés en temps de confinement. Je te confirme qu'avoir des adolescents à la maison qui sont enfermés dans les quatre murs, c'est pas du tout rigolo. On a carrément le sentiment que leur frustration monte de manière exponentielle. Dire qu'il faut faire de la méditation zen dès qu'on ouvre les yeux et avant d'aller dormir, ça reste quand même une réalité. Ce qu'il faut les prendre avec les pincettes, essayer de les seconder, essayer de les comprendre, essayer de les suivre, essayer de souplir à leurs besoins, de répondre à leurs questions, tout en n'étant pas violent, dans un climat qui devient de plus en plus tendu par la fatigue et par le manque aussi de réponse du point de vue social et politique. Parce qu'ils ont carrément le sentiment de ne pas avoir un futur. C'est pas simplement qu'ils n'ont pas les copains, ils n'ont pas l'école, ils n'ont pas les rituels habituels qui les rassurent, ils n'ont pas les valves qui leur permettaient de se défouler comme jusqu'au mois de mars. C'est qu'ils n'ont pas de réponse pour leur futur. Ils ont le sentiment qu'il n'y a plus de futur, que la société est en train de changer de manière radicale, que les libertés qu'on avait avant et dont nous, on a quand même pu profiter en étant justement du septembre et du septembre 1, ce sont des libertés qui sont en train de se perdre. Et donc, ces jeunes, ils sont complètement perdus. Ils n'ont pas de repère. Le seul repère, c'est le repère parental, qui a ses fragilités, avec évidemment aussi toutes les difficultés économiques, pratiques que tous sont en train de vivre. Donc, comment dire, la classe moyenne et la classe encore plus souffrante sont en ce moment, mais crucifiées, quoi, si je peux me permettre la référence catholique. On est vraiment à bras ouverts et autant que parents, on en prend de tous les côtés. Donc oui, je confirme que d'une manière ou d'une autre, les jeunes en ce moment, s'ils ne sont pas violents, en tout cas, ils ne sont pas, mais bon, c'est aussi, on les justifie en disant qu'ils sont des adolescents, qui sont des très jeunes et qui n'ont pas assez d'expérience, mais ils ne sont pas cléments envers la famille. Ils sont dans une demande extrêmement pressante. Et déjà, cette pression est violente, en n'ayant pas de réponse possible. Voilà. Merci, merci, vraiment merci beaucoup pour cette réaction. Alors, je vais aller sur une autre question concernant l'éducation. On va prendre un peu cette direction. On sait aujourd'hui que dans le monde, c'est mondial, les décideurs sont souvent du côté masculin, peu importe là où la femme arrive, qu'elle soit ministre, qu'elle soit parlementaire, qu'elle soit femme d'affaires, elle est à un moment toujours stoppée, si on peut dire, par un homme. Les décideurs de ce monde sont souvent plus représentés par les hommes que par les femmes. Alors, dans ce schéma-là, si on se base sur le fait qu'on voit que le décideur est souvent l'homme, que dans le couple, c'est... Vous ne m'entendez pas? Sérieux? Vous ne m'entendez pas? C'est pas vrai. Et là? Ouais, il y a le micro qui est très bruyant. Et là, maintenant, ça va mieux? Oui. C'est magique. Oui, là, ça va? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Les trois quarts, on D'accord. peut le refaire, on la refait. On refait. Donc, on va prendre un angle au niveau de l'éducation, en partant du principe que les décideurs de son monde sont toujours représentés par la jante masculine, que peu importe où la femme arrive, que ce soit au niveau politique, peut-être ministre, que ce soit des parlementaires, que ce soit des femmes Je pense qu'elle a le problème de réseau.
Oui, décidément, on l'a perdu. Oui, il y a un petit problème de réseau. Je pense que le temps qu'elle puisse se reconnecter, mais sinon, je pense qu'on va poursuivre, hein, vu que je vais poser Oui, la question suivante. Peut-être on attend une minute. Non, elle s'est vraiment déconnectée. ben voilà. Non, je suis Oui, là. ça y est. Ça y est. Je ne vous vois pas. D'accord, mais on t'entend mieux. En fait, quand tu ouvres les micros, quand les micros restent ouverts, on t'entend mieux. Mais quand tu fermes tous les micros et que tu prends la parole, ça grésille. Voilà. Et là, ça va? Là, ça va. Oui, oui, c'est parfait. Écoutez, moi, je ne vous vois pas, je ne sais pas. Il y a un souci avec mon ordinateur, je pense. Bon, je vais parler, hein, au moins vous m'entendez. Donc, Mais sinon, à l'écran, nous, on te voit bien, hein, et on t'entend bien. d'accord. Je vais essayer de pas faire de bêtises parce que moi, je ne vois rien du tout. Donc, je parlais du fait que les décideurs de ce monde sont souvent la jante masculine, peu importe où la femme arrive, à quel niveau elle contribue, peu importe son niveau d'intelligence, peu importe sa force financière, elle est toujours à un moment stoppée par un homme. Et dans ce cas de figure, si on prend cet angle-là, ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire, dès le plus jeune âge, d'éduquer les enfants en ayant le respect de la femme, d'éduquer l'enfant en essayant de contourner finalement cette finalité. Parce que si un enfant, vous pouvez l'éduquer à la maison en disant respecte ta sœur, respecte ta mère, respecte les femmes en général, un homme n'est pas mieux qu'une femme, seul peut-être l'intelligence va différencier le niveau d'implication dans la vie sociale. Mais à un moment donné, l'homme se retourne parce que ce qu'il voit, il verra Trump, il voit pas une Amina au pouvoir, il verra tel, il verra pas une Maria là-bas, il verra tel, il y aura pas d'Elicia, il y aura pas Anna. Et donc, quelque part, ça leur donne cette force-là de se dire que finalement, on m'a peut-être inculqué que je devais avoir le respect de la femme, mais c'est quand même toujours l'homme qui a le pouvoir. Donc, ne pensez-vous pas qu'il faille avoir une autre approche de cette éducation au niveau des enfants pour que la cohérence de l'éducation et du message que l'on transmet quand ils sont petits puisse continuer à avancer pendant que eux-mêmes avancent dans leur vie et dans leur niveau, leur contribution au niveau du travail, de la construction de leur famille et peu importe, dans leur vie sociale. Que pensez-vous de ce petit récit? Est-ce que je peux te répondre à chaud, quoi? Parce que c'est vraiment un point qui... Mais je reste une optimiste, hein, donc je sais pas, je serai jamais jusqu'à la fin de mes jours si c'est une qualité ou un défaut. Je pense que l'éducation, il faudrait la recentrer sur l'individu et de tout genre. Voilà. Dans le sens que c'est le fait que chacun de nous est unique et irrépétible, et donc on n'est pas capable de savoir avoir la mesure de la difficulté, la souffrance de l'autre en face, qui devrait être au centre, en quelque sorte, de l'éducation des enfants. Peu importe, homme, femme, peu importe le genre, parce que on peut se positionner de différentes manières. L'individu en face est à respecter à 100%. Il faudrait même, à mon avis, arrêter de faire une différence de genre. Or, évidemment, ça, je me projette dans les prochaines 25 années. À l'état actuel, on est encore en train de dire qu'il faut défendre les droits de la femme, qu'il faut protéger les femmes. Ça, c'est bien triste. Mais si je pouvais projeter sur les enfants qui sont plus jeunes et sur les petits-enfants à venir, l'envie de travailler, ça serait voilà, de considérer que peu importe le sexe, peu importe le genre, l'individu en face est unique, irrépétible et il va respecter à 100%. Qu'on a le devoir moral, on a même le droit moral de respecter l'autre sans le juger. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer clairement. Parce que je commence vraiment à avoir horreur de la question
du genre masculin-féminin, parce que j'ai l'impression que plus on prend position en défendant les femmes, plus les hommes, ils deviennent méchants et mauvais et en souffrance parce qu'ils ne trouvent pas de place. Alors si tout genre mérite, comment dire, a les mêmes droits et mérite le même respect, ben alors on joue dans le même camp. Il ne devrait pas y avoir de différence de genre. On devrait arrêter de parler de féminin et de masculin. D'ailleurs, je pense que les gens sont libres de s'aimer à 360 degrés et que à personne est dû de juger l'amour que quelqu'un porte à quelqu'un d'autre. Donc, de manière vraiment plus simple. Comme si on était tous d'abord de l'âme. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon regard. Parce que parfois, j'ai peur en ayant des garçons et des filles à la maison. Hein. Bon, je dois dire qu'il m'arrive pas souvent de devoir dire aux garçons, tu dois respecter les femmes. Il est encerclé par des femmes, le pauvre. Donc, déjà, il les vit comme ça. Quand on grandit les enfants sans faire des différences, ça n'existe pas la poupée ou le jouet pour le garçon et pour la fille. Ça n'existe pas le sport que tu peux faire, ça n'existe pas le métier que tu peux faire, que le potentiel est ouvert à 360 degrés pour tout le monde et qu'on élève comme ça les enfants, et ben la question du sexe d'appartenance et donc du genre tombe. Et je crois qu'il faudrait faire virer la société complètement dans une direction nouvelle, dans la conscience de la valeur inéluctable de chaque individu comme une brique dans un mur. Voilà. Je peux rebondir parce que je vais tout à fait dans ton sens et je pense qu'il faut faire confiance à nos jeunes. Moi, j'ai un fils qui a 18 ans. Ils sont déjà dans cette période du troisième sexe, en fait. Ils vivent déjà ça. Je veux dire, maintenant, on voit de plus en plus de jeunes hommes qui s'habillent en filles, qui sont intégrés dans les groupes. Je veux dire, sans que ça pose de problème, sans que même il y ait un regard de jugement. Il y a beaucoup de jeunes qui vont dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, on a toute une autre catégorie de jeunes qui, eux, rentrent dans un schéma pire qu'avant, qui deviennent pire que la génération d'avant. Ils deviennent plus violents, moins compréhensifs, moins tolérants. Donc, on a vraiment deux sociétés là qui vont s'affronter parce qu'elles vont se retrouver un moment toutes dehors, quoi. Mais c'est vrai que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes maintenant, voilà, ils sont dans le troisième sexe. Hein, il y a plus de... les filles se font respecter. Moi, je vois beaucoup de petites jeunes. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas de problème à se faire respecter. Hein, et les garçons, ils obéissent. Voilà. Donc, la question du genre, je pense que ça, on va y arriver quand même. De la sexualisation, je ne sais pas comment on peut dire ça. Ouais, je pense que pour ça, il faut leur faire confiance. Et du coup, de dire que nous, on est des périodes de 70, si on regarde l'histoire, les droits de la femme, les droits pour la famille, pour les enfants, ils ont à peu près 50 ans. C'est pas si vieux. Et là, ce qu'on vit avec toutes les restrictions qu'on vit, l'ultra-violence, la domination masculine, on dirait qu'en fait, ces 50 ans, c'était un petit brouillon qu'on efface, quoi. En fait, toute notre vie, tout ce que nous, on s'est construit, tout ça est en train de se gommer et on revient à l'âge de pierre. Du moins avant, quoi. Et c'est très perturbant. C'est ça. En fait, on ne peut rien expliquer à personne parce qu'on ne comprend rien, nous, et il n'y a pas d'avenir. Voilà. Le no future des punks avant, il est vraiment là, noir, 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 quoi. Alors, avant que Délicia puisse répondre à ça, je vous demande à toutes les trois de lire les commentaires qui sont arrivés pour pouvoir rebondir parce que je pense qu'il y aura du répondant. Donc voilà, Délicia, à toi. Bon, je rejoins Maria et Anna dans le sens que il faut accepter la différence. Bon, après, si je peux dire, on n'y peut rien au jour d'aujourd'hui pour pas m'étendre, parce que là, je pense que c'est un autre débat, mais au jour d'aujourd'hui, il y a deux grands genres
le genre masculin et le genre féminin. Donc, c'est quelque chose, on n'a pas vraiment de pouvoir dessus. C'est là, on voit l'homme, on voit la femme. Mais là où on peut intervenir, justement, c'est travailler sur le respect de l'un et de l'autre, sur le respect de l'un envers l'autre. Donc déjà, par rapport à ta question, voilà, par rapport à ta question, je dirais que oui, effectivement, il y a un gros travail là, je pense, d'éducation, parce que là encore, vous avez parlé de vos enfants et je pense qu'on l'a compris, vous n'avez pas forcément à intervenir sur ce sujet, parce que vos enfants, naturellement, ayant les garçons et les filles dans la maison, il y a ce respect. Mais je pense que c'est dû aussi quand même à l'éducation, c'est dû à ce qu'ils voient, c'est dû à l'univers dans lequel ils évoluent. Parce qu'il y a le gros problème d'éducation et pour aller encore plus loin, le gros problème de la culture. Parce que si on repart, je ne maîtrise pas toutes les cultures, je n'ai pas la science infuse, mais si on regarde dans la plupart des cultures africaines, par exemple, l'homme, c'est le chef. L'homme, c'est le chef. L'homme, c'est le tout-puissant. La femme, c'est le sexe faible. La femme, c'est sois belle et tais-toi. La femme, c'est la femme au foyer qui doit s'occuper de la maison, des enfants. Et le mari, l'homme, c'est le chef. C'est lui qui va travailler. C'est lui qui gagne l'argent du foyer. Et même si on voit une société qui a évolué, il y a beaucoup et énormément de personnes, par cette culture, par la culture, par la tradition, par l'éducation, continuent à vivre sous ces principes-là, en fait. Sous ce principe. Et ça fait que, quand tu grandis, tu vois ta maman, comme on dit, la femme soumise à l'excès, tu vois ton papa, il rentre, il pose des pieds sur la table et tu vois la maman qui arrête tout ce qu'elle était en train de faire, qui rentre dans la cuisine pour aller chauffer la nourriture et puis pour servir son mari. Une fois qu'il finit, il se lève de table, il va s'installer dans le canapé. Tu vois encore la maman qui arrête tout pour aller débarrasser et ensuite faire la vaisselle et tout ça. Bon, dans la culture africaine, ce cas de figure-là, il est normal. Donc, une femme qui n'agit pas comme ça ou qui ne réagit pas comme ça, elle est taxée de mauvaise femme. Elle est taxée de mauvaise femme. Donc, on apprend à la jeune fille à être une bonne épouse et une épouse soumise, qui veut dire être au petit soin pour ton mari, ce qui est normal si c'était dans les deux sens, mais on n'apprend pas à l'homme à devenir cet époux-là qui doit aussi mettre la main à la pâte et 50-50. Donc, tout ça pour dire, un exemple simple, en fait, pour dire que l'éducation joue beaucoup et il y a le poids de la culture et de la tradition qui fait qu'une fille déjà qui grandit dans cette culture et cette éducation, c'est déjà une victime. C'est déjà une victime. Donc, lorsqu'elle sera confrontée à la violence, elle ne saura pas quoi faire, quoi dire, comment répondre, et d'ailleurs, elle ne répondra rien. D'ailleurs, elle ne fera rien. Parce que je vous le dis, le gros problème dans la culture africaine, tu es victime de violence. La première personne qu'on fera asseoir pour poser des questions, c'est toi la victime. Et on te posera des questions, savoir, mais tu n'as rien fait pour l'énerver? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as bien fait tout ce qu'il fallait faire? Est-ce que tu as bien fait à manger? Tu avais bien chauffé la nourriture, c'était pas trop froid, pas trop tiède, c'était pas trop chaud, c'était pas trop salé. Alors, et la maison, est-ce que tu entretiens bien ta maison? Il n'y a pas de poussière, c'est pas sale, tu fais bien son linge. Donc, cas de violence, la femme, la jeune fille vient, a le courage de venir se confier, mais en fait, elle se retrouve sur le banc des accusés. Et on va lui faire subir tout cet interrogatoire qui développe en fait le sentiment de culpabilité qui va encore faire qu'elle se renferme sur elle-même parce que là, tu vas te dire quoi? Ah ben oui, effectivement, peut-être que comme j'avais cramé la nourriture ou je ne l'avais pas servi à l'heure ou j'ai pas bien repassé le linge, c'est pour ça qu'il a été violent. Ah ben oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Et du coup, il y a la culpabilité qui est là et quand ça recommence, ça se reproduit, tu vas toujours te culpabiliser.
et tu te diras que c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et c'est un cercle vicieux, tu ne sors jamais de là. Et c'est un gros piège, c'est un gros piège. Donc oui, l'éducation est à refaire. Dans une culture, dans une tradition, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Donc si on pouvait apprendre, réapprendre, apprendre le bon et enlever le mauvais. Parce que là encore, là, comme je parle de culture, si on met en opposition la culture européenne occidentale, c'est l'autre extrême. Là, la femme, le mari n'est plus chef, il n'est plus rien du tout. C'est la femme qui commande, c'est la femme qui décide. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Donc, il faudrait lui rééduquer les masses pour trouver un juste milieu, en fait. Que tout ne soit pas adopté à la femme ou au mari, ou à l'homme, mais trouver un juste milieu. Mais à partir du moment où tu éduques ton garçon dans cet esprit-là, que c'est l'homme, c'est le chef, c'est le mâle, c'est lui qui prend les décisions, eh ben, il ne faudra pas s'étonner des conséquences. Voilà. Qu'il va se donner le droit de donner une gifle, une baffe, de commencer à proférer des mauvaises paroles, et etc., etc. Et il sera libre de le faire parce que derrière, si on apprend qu'il a été violent, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la victime qui sera sur le banc des accusés. Donc, en fait, lui, il est tranquille, quoi. Donc, tout est à refaire dans l'éducation, briser ce qui ne va pas dans les coutumes, les traditions, la culture, et garder que le bon, en fait. Bon, je me permets de dire qu'Afrique-Occident, au moment, dans le cas du viol, une des premières questions qui est posée par la police à la victime est « Vous étiez habillé comment ?» C'est ça. Et qui nous remet encore une fois sur le banc d'accusation. Hein, et qu'on est jugé. Est-ce que vous avez bu? Est-ce que vous étiez seule? Est-ce que vous étiez consciente? C'était quelle heure? Oui. Est-ce que vous êtes sûr que... Est-ce que vous êtes sûr que... Voilà. Est-ce que vous êtes... Voilà. Mais en même temps, je reviens à cet optimisme, cette confiance dans les nouvelles générations. Je me dis que un macho à qui on n'a pas appris à avoir le droit de pleurer, à avoir le droit d'avoir mal, avoir le droit de douter, avoir le droit de ne pas être à l'auteur et d'avoir peur, ben, c'est un homme qui a été privé de toute une palette de sentiments et de réactions possibles. Et que quand je parle de troisième sexe, comme Marie disait bien, je parle du fait que si les femmes, en demandant, en s'affirmant dans leurs droits, je pense qu'il faut aussi aider les hommes à récupérer toute une série de droits que depuis des millénaires, limite, ils n'ont plus eu droit, comme justement à la faiblesse, à l'incapacité de réagir à une situation, à la peur, aux larmes, à la douleur, à toute la palette des sensibilités possibles desquelles on les a privés, arrachés si longtemps. Pourquoi un garçon n'a pas le droit d'avoir peur? Pourquoi un garçon n'a pas le droit aux larmes, au chagrin, à la peur? Ça m'effraie. Et c'est normal qu'on a toute une génération en frustration qui passe à l'extrême. Non, donc, on a les trop sensibles, les trop intégrés. Et puis, on a les adolescents qui deviennent extrêmes et violents. Parce qu'en général, ce sont des adolescents auxquels on n'a pas donné le droit d'exprimer leurs sentiments, de montrer leur fragilité. Ils n'ont pas le droit à la fragilité, à la faiblesse. Alors que ça, c'est de la palette de l'être humain. Ce n'est pas une question de genre. Donc, il faudrait rendre entier à nouveau les deux sexes dans leur possibilité de ressentir et de s'exprimer pour pouvoir trouver une capacité aussi de respecter les différences. Parce que le corps d'une femme n'est pas le corps d'un homme. Le fonctionnement du corps d'une femme n'est pas le même du corps d'un homme. Et donc là, vivent les différences et vivent la complémentarité. Parce qu'à chaque partie, tout a été redonné, restitué. Et voilà, je reste toujours dans le conte des fées, moi. Donc, je m'accroche à cette vision possible d'une humanité meilleure, de ce que nous avons été, de ce que nos parents ont été. Et je n'y renonce pas. J'ai du mal à renoncer à cette... Mais il m'est arrivé de travailler avec des adolescents difficiles et même violents. Et au moment où on a traité les sentiments, on a traité la fragilité, on a traité la peur, et je les ai eus à l'arme à 18 ans. Des enfants qui normalement sont armés et qui ont dit
Oui, mais moi aussi, c'est vrai, j'ai droit à avoir peur, à ne pas savoir. J'ai droit à aimer et avoir peur d'aimer, à pleurer d'amour. Ouais, j'ai droit. Mais on ne leur dit pas suffisamment. Donc, justement, c'est culturel et il faut travailler sur la question de l'éducation. Et je ne crois pas que l'école est suffisante. Enfin. Je crois que le mouvement, il doit être vraiment plus large. Vraiment plus large. Et je Alors, reviens sur ce que vous dites, Anna, par rapport à on laisse pas le droit aux hommes d'exprimer leurs sentiments. On entend des fois que ça soit un parent ou n'importe qui parle à un garçon ou qui dira ces mots-là. Non, mais toi, t'es un homme, t'as pas le droit de pleurer, ne pleure pas, t'es un homme, t'es fort, t'as pas le droit de pleurer. Et à l'inverse, quand c'est quand il pleure ou il se laisse aller, on entend, mais t'es une fillette, t'es pas une fillette, t'es un homme, t'as pas le droit C'est de pleurer. horrible. Donc on entend ce genre de paroles, on l'entend, sans Et ça, c'est peut-être savoir extrêmement ou violent. comprendre que ça crée quelque chose en ce petit garçon, mais qui va grandir avec ça. Non, moi je suis un homme, je pleure pas. Et puis, Et je trouve cette violence extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Sur ça, il faut, je crois, s'y mettre ensemble et continuer à travailler sans arrêt. Voilà. là, je pense qu'il faut rééduquer les parents, hein. On a grandi avec ça. Et j'ai 3 garçons et j'avoue que oui, quand ils étaient petits, et souvent j'ai eu à leur dire, t'es un homme, ne pleure pas. Mais c'est plus dans la psychologie de lui dire, reste debout, ne pleure pas, Ouais. et pas forcément pour lui dire, n'aie pas de sentiments, n'aie pas d'émotions. et moi Dans je le... dis ça à ma fille. Je dis ça à ma fille, ne pleure pas. T'es forte, ne pleure pas, t'es une femme, faut pas pleurer. Non, mais allez, ça fait du bien pleurer. de pleurer de temps en temps. Bah Ça oui. libère quand même. Il faut Le Prenons le droit poids, pleurer. même pour ça. À ça, oui. oui. Le poids et le choix des mots est très important à tous les niveaux et je pense que là, on s'en rend compte. Alors, vous m'avez un peu volé la vedette avec vos interventions poussées, mesdames. Je ne sais plus comment aborder la dernière partie des questions, mais Empowering Women International se veut international, ce qui veut dire qu'on travaille sur tous les continents avec leurs problématiques. Et samedi 21, nous avions une conférence qui parlait des violences faites à l'est de la RDC et on y avait apporté une expertise du continent africain en action, en réaction et en solution. Lors de cette conférence, il a été dit qu'il n'était pas possible de calquer le travail fait sur les violences en Europe, donc le travail pour soutenir les victimes, on ne pouvait pas le calquer vers l'Afrique et vice-versa, plus que considérant que les violences en Afrique, sur le continent africain, peuvent aussi être des armes de guerre, comment voulez-vous calquer une manière de travailler, un soutien, un encadrement à une cause qui n'a pas le même effet ou le même but? Donc moi, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Vu qu'on est de cette partie de ce continent et que voilà, nous sommes toutes résidentes sur ce continent, quelle est cette vision que vous avez par rapport au soutien qu'il faut avoir aux victimes et quelle est finalement la différence entre les violences vécues par la femme en Europe et celles vécues par la femme en Afrique? Ouh là là, quelle question. Ouais. On n'a Après, pas c'est la votre parole faute, hein. déjà, donc c'est ça le problème, quoi. C'est que c'est des combats inégaux, c'est des combats un peu inégaux parce que c'est ancré en Afrique. Après, moi, j'ai vraiment de l'espoir aussi pour le peuple africain, hein. Maintenant, il y a beaucoup de gens d'origine africaine qui sont dans le monde entier, qui voyagent, qui font des grandes écoles, qui sont éduqués, et qui repartent là-bas et qui vont ramener un peu tout ce qu'ils ont appris. Donc, je pense que petit à petit, on arrivera quand même. Pourquoi la femme aurait moins le droit à ce qu'on se batte pour elle là-bas qu'ici? Ce sera plus dur et plus long, mais je pense qu'il y a de l'espoir avec le peuple africain, hein, parce que la jeunesse voyage, elle est internationale et voilà, on lui apprend à respecter la femme, mais qu'on est tous égaux en droit, tous. Ça va être un peu plus long pour l'Afrique, mais je pense que ça viendra quand même, hein.
On ne peut pas laisser tomber là-bas, non. Et ça viendra des messieurs africains. Je suis sûre que vous serez surprises, les filles. Anna? Moi, je pense aussi une autre chose, pardonne-moi, c'est qu'il y a quand même le concept de mémoire transgénérationnelle et que en Europe, comme partout dans le monde, les femmes ont été terrain de violence en période de guerre. On était même le moyen de commerce, le moyen de chantage. On a été violés et enchantés exactement pour porter les fruits du viol et de l'invasion. Et on peut penser que c'était le Moyen-Âge. Et la Deuxième Guerre mondiale, par contre, n'est pas si loin que ça. Le sud de l'Italie a été marqué jusqu'à 1944 par tout ça. Sûrement, nos grands-mères n'ont pas eu, dans ce sens-là, le soutien psychologique qu'aujourd'hui est possible. Je crois que chaque guerre et chaque territoire de guerre a son histoire et qu'on ne peut pas calquer un modèle, mais que l'apport humain, l'empathie, l'écoute et la prise en compte des difficultés de la personne en face, c'est un concept qui est universel. Et donc, c'est l'être humain en face qui a besoin d'une réponse et d'une aide face à une situation de détresse. Et suite à une violence dans la palette du mot violence, on a vu que malheureusement, c'est une palette très riche, ample. Et que le fait même, je parle de mémoire transgénérationnelle, je crois qu'il y a une possibilité de la compréhension de la souffrance de la personne en face et une possibilité de l'aider du point de vue psychologique, physique, médical. De toute manière, surtout quand on subit des choses atroces, la seule chose dont on a besoin, c'est de l'humanité en face en termes de réponse. Et puis, il y a toutes les interventions techniques possibles. Ça, je ne peux pas parler pas du tout d'une expérience personnelle, mais c'est voilà, la considération que je me fais. Après, tant mieux que les modèles ne sont pas possibles à calquer d'une partie à l'autre coin du monde, parce que sinon on n'aurait pas de différences culturelles, on n'aurait pas non plus des aspects qui sont uniques pour chaque peuple dans sa culture et dans son expérience et son histoire. Donc, je pense qu'on a juste la possibilité, en plus, d'apprendre de ces différences et de ces difficultés, oui, d'apprendre mutuellement dans la difficulté. Mais je reste optimiste sur la possibilité d'aider. Encore une fois, optimiste. Délicia? Mais moi, je pense que je m'étais avancée un petit peu, j'avais commencé à répondre, je pense, du coup, tout à l'heure. Mais je pense que si on regarde bien, en fait, sur le fait d'apporter des solutions ou des traitements ou intervenir, que ce soit pour l'Europe ou pour l'Afrique, pour moi, quand on regarde bien, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Pourquoi? Parce qu'une femme victime, parce que déjà là, on l'a dit, tout est à refaire au niveau de l'éducation et du message que la société diffuse. Et donc là, c'est valable pour les deux continents, que ça soit sur le continent africain, que ça soit sur le continent européen. La société a un rôle à jouer pour casser l'image des genres et l'éducation au sein de la famille. Donc, que ça soit en Europe ou en Afrique, c'est pareil, l'éducation est à refaire. Et là encore, pas de différence parce que ça soit sur le continent européen ou le continent africain, une victime, en fait, en tout premier lieu, elle a besoin de quoi? Elle a besoin déjà de trouver une oreille attentive, une oreille qui va l'écouter, quelqu'un qui va l'écouter tout simplement, déjà prendre le temps d'écouter la souffrance de l'autre. Et la victime, déjà, c'est ce qu'elle cherche. Parce que quand elle est victime, elle subit, elle vit ces choses. Elle se dit quoi? Vers qui je vais me tourner? À qui je peux en parler? Comment m'en sortir? Et là, le secours, il vient pas de l'intérieur, puisque la violence, elle est à l'intérieur. Donc, le secours, il vient pas de l'intérieur, il viendra de l'extérieur. Et donc, la première chose, c'est de trouver cette oreille bienveillante qui va dire, je t'écoute, je t'entends, je t'ai compris et je vais t'aider. Je pense que c'est 4 choses.
Et c'est la même chose que ce que tu sois en Europe ou en Afrique, une victime, si elle trouve ces 4 paramètres en face d'elle, déjà, même si dans le premier temps, le problème n'est pas réglé, mais ça va déjà apaiser quelque chose en elle. Je t'écoute, je t'entends, je t'ai compris, je vais t'aider. Déjà, que ça soit Europe ou Afrique. Si déjà il y a ces 4 réponses, déjà la victime, elle va se sentir soulagée, libérée d'un poids, elle va continuer à se confier, mais derrière, la personne ou l'organisme qui répond à ces 4 paramètres doit aussi respecter ça. Si tu dis que tu écoutes, écoute véritablement. Si tu dis que tu as compris, ne le dis pas pour faire plaisir, dis-le parce que tu as vraiment compris. Et si tu dis que tu vas aider, que cette aide soit concrète, en fait. Donc, je pense que, quel que soit le continent, c'est la même problématique, celui de la violence faite aux femmes. Et il y a des réponses, en fait, communes qui se rejoignent tout à fait et parfaitement. Merci beaucoup. Alors, ce qui avait été, vous êtes difficile ce soir, hein. Vous mettez tout mon travail, waouh, à réfléchir après une journée de travail, c'est compliqué. Alors, il a également été dit samedi que la médiatisation aidait beaucoup et que ce qui avait été pris de l'Europe vers l'Afrique était surtout la médiatisation de masse. Moi, maintenant, je vais vous attaquer dans un autre angle. Effectivement, la médiatisation de masse fait beaucoup de choses. Mais pourquoi ici, en Europe, de ce côté, malgré la médiatisation, malgré les avancées, les technologies, pourquoi nous sommes toujours au même point? Pourquoi les chiffres ne descendent pas? Pourquoi les chiffres s'accentuent? Médiatisation, c'est pas éducation. Voilà. Médiatisation suffit pas. Il faut partir à l'éducation. Il faut conjuguer plein de choses pour arriver à faire quelque chose, pour que ça change. Et la base, c'est l'éducation. Donc, il faut revoir tout ce système. Il faut repartir depuis le début, en fait. La médiatisation, elle ne suffit pas. Après, si je pouvais dire quelque chose, en France, justement, la médiatisation, il y a un collectif d'avocats qui vient de créer une association et qui apporte vraiment une aide, c'est-à-dire qu'ils fournissent des avocats, ils dirigent vers des associations, des lits, ça s'appelle avocatstopféminicide.org. Et là, n'importe qui peut aller sur Internet et trouver de l'aide concrète. Voilà, parce qu'il y a tout un parcours à accomplir et eux, ils sont là pour aider. Donc oui, la médiatisation, elle fait ouvrir des portes. Mais tant qu'il n'y a pas d'éducation, voilà. Je ne veux pas être défaitiste, hein, ce n'est pas mon tempérament, mais... Anna, je te vois... Non, je suis un peu dépitée parce que j'adore cette conversation et cet échange, il est vraiment très, très nourrissant et je n'arrive plus à charger mon téléphone parce que l'ordinateur m'avait déjà quitté cet après-midi. Donc, je suis à 1% et je sais que je vais vous perdre. Pardon, et je m'excuse platement pour cette défaillance technique alors que j'aurais adoré continuer à échanger avec vous. Et voilà, je m'excuse. Je sais que je vais tomber, je vais disparaître dans quelques secondes, mais voilà, je suis encore avec vous, je reste avec vous, surtout avec le cœur. Et puis, à propos de médiatisation, quoi dire sinon que justement, médiatisation n'est pas couture. C'est la différence entre la publicité et le produit. Voilà. Et donc, revenir sur le champ de l'action, alors qu'on nous a dit que, on nous a raconté que, on a posté sur Facebook que, et ben ça, ce n'est pas une donnée certaine. Et c'est la meilleure manière de faire passer même les informations les plus atroces comme des pages de feuilleton, quoi. C'est un épisode qui passe et donc on s'habitue à la violence sous toutes les formes et on ne réagit plus de manière adéquate. C'est comme face au Covid. On a perdu la mesure de qu'est-ce que c'est cette chose qu'on est en train de vivre. Tout le monde en parle. On a des experts à 360 degrés qui parlent de tout et de n'importe quoi, de la mise en pratique
d'un projet de Orwell ou de Huxley jusqu'à les plans les plus diaboliques face à un virus. Voilà. Et nous a mis vraiment à l'endroit de la fragilité, à démontrer qu'on n'est pas capable de gérer ces choses. C'est très bien. C'est une très bonne occasion pour améliorer la société à 360 degrés et y réfléchir. Je crois qu'on s'est Avant que tu disparaisses totalement, je te demanderai de bien vouloir répondre aux questions qui suivent. Oh, je n'ai pas entendu. Je disais qu'avant que tu disparaisses... Oh là là, c'est moi qui fais ce bruit? Si tu peux, Anna, répondre aux commentaires des invités. Je crois que je suis dans l'obligation de faire un gros bisou et de merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant et de remercier de m'avoir invité de participer à cet échange. Je vous laisse continuer. Vous me raconterez la suite. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Voilà. Et je vous demanderai aussi de répondre aux invités, aux internautes qui nous suivent et qui avancent. Donc, Délicia, on n'a pas eu ton expertise par rapport à ça. Par rapport à la médiatisation, je rejoins Anna et Maria, en fait. Bon, la médiatisation, bon, je pense qu'il y a un côté positif parce qu'on communique, parce qu'on parle des sujets dits tabous, on parle des sujets, des sujets tabous, et ce qui est secret, ce qui se passe dans l'intimité, voilà, ça devient public, et je pense que c'est une bonne chose de casser ces tabous, de casser ces barrières, mais c'est vrai que la médiatisation ne fait pas tout, on l'a dit, et chacune a donné cette réponse. Tout est une question d'éducation. La base, c'est l'éducation. Un enfant qui grandit dans le respect, on l'a très bien dit depuis le début de l'émission, un enfant qui grandit dans le respect de l'autre, déjà, pas dans le respect de l'homme ou de la femme, mais dans le respect de l'autre, dans le respect de l'humain. Si c'est un garçon, il deviendra plus ou moins un bon mari, elle deviendra une bonne femme, une bonne épouse, de par son éducation, en fait. De par son éducation. Donc, la base, c'est l'éducation. La médiatisation ne fait pas tout. On en parle, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas tout. Parce qu'une personne qui est victime, elle est dans sa bulle, elle est dans sa prison, et quel que soit ce qu'on publie à droite, à gauche, en fait, ça n'influence en rien son vécu, sa réalité. Elle, ce dont elle a besoin au moment où elle est, c'est du concret. C'est pas des campagnes par-ci par-là, c'est pas des affiches, c'est pas forcément des numéros, parce que c'est vrai, bon, il y a tout. Je vais pas cracher dessus parce qu'il y a quand même une campagne, même de la société, du gouvernement qui est mis en place pour montrer à ces femmes, à ces victimes qu'on est là, il y a des solutions, appelez tel numéro, mais entre nous, concrètement, quand tu viens là d'être victime, tu viens d'être cogné, frappé, insulté, ton premier réflexe, c'est pas appeler le numéro vert, même s'il est gratuit, c'est pas ça le réflexe. C'est pas ça le réflexe. Donc, les messages de médiatisation, ils sont bons parce qu'on communique sur ce sujet qui est tabou. On en parle de plus en plus, mais ça ne peut pas être que la réponse. On ne peut pas se baser que sur ça. On l'a dit, c'est beaucoup l'éducation et du concret. Écoutez, parce que des fois, ça se passe juste à côté de chez nous. Ça se passe juste en face de chez toi. Mais tu ne le vois pas, tu ne le sais pas, tu ne l'entends pas, parce que tu ne tends pas l'oreille, parce que tu ne prends pas le temps de regarder, ou peut-être que tu entends, tu vois, mais tu ne réagis pas. On ne réagit pas. Il y a ça aussi, les témoins ou spectateurs passifs. Donc, voilà ce que je peux dire. La médiatisation ne fait pas tout. Il faut beaucoup plus de concret que des images et des numéros verts. Alors, en fait, vous avez tellement bien répondu que ma dernière question n'a vraiment plus raison d'être.
Donc, je lirai le dernier commentaire qui me paraît pertinent. La violence faite aux femmes en Europe est plus accrue qui parfois va jusqu'au meurtre. En Afrique noire, ce n'est pas de cette envergure. La violence part très souvent des mariages arrangés. En effet, ce problème peut être réglé que par les Africains eux-mêmes. C'est comme je le disais tantôt, celui qui n'a pas fait la rue ne peut pas comprendre la rue. Et qu'est-ce que vous auriez à répondre à Monsieur Saint-John qui dit, en plus, la médiatisation permet de savoir une situation mais pas de la régler. La médiatisation contribue. Il a raison. Il a raison, et on a dit tout à l'heure qu'on pouvait pas, que c'était quand même des continents, que c'était des éducations et des systèmes différents. Donc oui, il a tout à fait raison. Mais il est très bien, ce monsieur. Ouais. Il n'y a rien à ajouter sur ce commentaire-là, ça va dans le sens de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et pour répondre aux commentaires d'avant par rapport à la violence, ben là encore, je repars sur le premier sujet qui sont les blessures invisibles. Donc c'est vrai que je peux me tromper, mais c'est vrai que la violence en Afrique n'aboutit pas automatiquement au meurtre, mais je dirais au meurtre physique. Mais les conséquences intérieures et invisibles sont tout aussi gravissimes. Sont tout aussi gravissimes. Parce que les blessures intérieures, comme je le dis, elles ne s'effacent pas. Elles ne se soignent pas comme on peut soigner une blessure physique. Donc, tu verras la personne, une femme victime de violence, qui est bien vivante, bien debout, en face de toi, mais à l'intérieur, qui est complètement morte. Donc, je peux dire qu'il y a autant de mortes en Afrique qu'en Europe. Sauf que on ne le voit pas forcément. Et c'est ça aussi qui est beaucoup plus vicieux, justement, parce que ça amène à des commentaires comme à la dame, hein, sans jeter la pierre. Ça emmène ce genre de commentaires. On se dit que bon, bah, on n'arrive pas jusqu'au meurtre, mais si, c'est un meurtre. Parce que cette femme-là, on la voit dans la vie de tous les jours. Elle continue à faire son marché. Elle continue à s'occuper de ce mari violent. Elle continue à s'occuper de ses enfants, de son foyer, de sa maison. Elle continue à sourire même. Elle continue même des fois à prendre soin d'elle, à s'occuper d'elle, mais à l'intérieur, elle est morte. Plus de rêve. Si je peux transmettre ça de manière plus artistique, à l'intérieur, c'est noir, quoi. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de jaune, il n'y a plus de vert. C'est noir. C'est vide. Et c'est là aussi que je salue la femme. C'est là aussi que je salue la force de la femme, parce que quel que soit ce qu'elle vit, quel que soit ce qu'elle subit, en fait, elle continue d'avancer. Elle continue de mettre un pied devant l'autre, même si c'est avec une grande souffrance, même si c'est avec les larmes. Si les enfants sont là, elle continue de s'occuper de ses enfants. Elle continue de plus ou moins prendre soin de sa maison. Et pourtant, la souffrance est là. Les larmes sont là. Peut-être qu'elle passe des nuits blanches, mais tu le sauras pas, tu le verras pas, parce qu'elle encaisse, parce qu'elle subit tout de l'intérieur. Mais pour moi, c'est tout comme un meurtre physique. Voilà. Waouh. C'est lourd comme sujet, hein. C'est vraiment lourd comme sujet. Oui, c'est très touchant et oui, les mots ont du sens, les mots sont lourds, chaque mot a ses raisons d'être dans cette intervention, dans cette contribution particulièrement à cet instant. Et pour répondre un peu à l'ensemble des commentaires que nous avons eus, aujourd'hui j'ai la place de modératrice. Je mets comme toujours des femmes en lumière pour qu'elles puissent valoriser ce qu'elles font, valoriser leur vie. Mais si j'ai construit les parents soulagés et que je suis passée par Empowering Women International, c'est que moi, je suis passée également par tous ces stades. Mais à partir de l'enfance, en continuant dans l'adolescence, en passant par la vie conjugale et peut-être aussi dans des violences intrafamiliales. Donc,
ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, on a tout notre point de vue par rapport à la violence. On a tout notre vécu par rapport à cette violence. Et au-delà du fait qu'on doit avoir du soutien, qu'on doit avoir des structures, qu'on doit trouver une direction, c'est la force qu'on a en nous qui nous sauve. Je n'avais personne pour m'aider, pour m'écouter. C'était quelque chose d'honteux à porter. J'étais pas mariée, j'avais mes enfants, donc j'étais déjà un peu hors la loi. J'étais déjà un petit peu à côté de ce qu'il fallait dans le code de la société. Et c'est ma force mentale qui a fait que j'ai pu me sauver. Donc, et voilà, chacun a sa façon de vivre sa violence et chacun a sa façon d'en guérir, si on peut dire qu'on en guérit. Alors, j'en ai guéri parce que j'en ai fait un combat aujourd'hui et un combat que je veux vivre et je veux bâtir et construire et avancer avec d'autres femmes parce que c'est ça, c'est fédérer autour des choses qui sont communes. Voilà, on dira, j'ai choisi une marraine européenne avec le sang chaud, hein, italienne, mais c'est pas anodin. Il fallait mettre quelqu'un d'autre que quelqu'un d'africain pour pas qu'on me taxe de dire elle met toujours les africaines en avant parce que quand on aide les femmes, on les aide sans regarder la nationalité, sans distinction aucune. Et donc, Maria a son parcours, Anna a son parcours, j'ai mon parcours et plein d'autres femmes ont leur parcours. Et au-delà du fait de savoir qu'il y a quelqu'un, je vous assure qu'il faut vraiment, en tant que femme, être forte. Ce qui m'a donné la force, à un moment donné, moi, c'est d'avoir mon premier petit garçon et puis mon deuxième petit garçon. J'ai quitté un jour ma maison à pieds nus, en pagne, dans la rue, en Europe, en tant qu'Africaine. Et on sait que j'ai grandi chez les Européens. Donc, malgré le fait que je sois dans la vie européenne, j'ai vécu la maltraitance à l'africaine et à l'européenne également. Et il a fallu trouver quelque part dans ma tête, à un moment donné, ce déclic qui fait que sois forte, lève-toi et avance. Avance, avance, avance. Et sans savoir où j'allais, mais j'avançais. Et pourquoi? Parce que j'avais mes enfants qui étaient derrière. Donc, voilà, chaque personne a sa façon de réagir face à la violence. Chaque personne en fait ce qu'elle veut. Il y a des femmes qui se taisent, il y a des femmes comme Maria aujourd'hui qui n'ont pas peur, voilà, de délivrer ce message, ce qui n'est pas forcément facile. Ou comme Anna, moi j'en ai fait un combat et je me livre petit à petit parce que si je dois commencer à expliquer tout ce que j'ai subi en termes de violence, vous allez vous dire, elle est encore debout, elle parle, elle sourit. Et donc voilà, c'est peut-être pourquoi il y a des fois, vous voyez des femmes, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, vous allez la voir dans en disant, bah oui, 4 hommes dans sa vie, c'est que c'est quelqu'un qui a les mœurs légères. Pourtant, derrière tout ça, il y a des histoires. Derrière tout ça, il y a des situations. Vous savez, quand une femme en ayant été enfant, a subi des violences physiques, je vous assure que la petite gifle, ça prend tout un monde. Donc, ça peut, ou quelqu'un qui crie. Moi, je suis quelqu'un, il ne faut pas venir me faire ça derrière. J'ai des très mauvais réflexes et ça restera. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on m'a plus tapé dessus, mais c'est quelque chose qui reste. Et donc voilà, il faut éviter aussi le jugement de la femme. C'est ça aussi. Les femmes ont besoin de ne plus être jugées et comme on l'a dit, elles sont toujours au banc des accusés. Ça, c'est des choses qui doivent changer. Il faut prendre le problème à la source. Quand on dit culturel, ben oui, on n'approche pas une femme européenne comme on va approcher une femme africaine parce que la culture est différente, les pratiques sont différentes. Voilà. Et de toute façon, dans un travail associatif, on sait qu'il y a des codes à respecter parce que voilà, les cultures et les coutumes font qu'il y a des codes à respecter. Un point, un trait. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a une différence dans ce monde. Donc voilà, je pense que dans tout ce travail, il y a ce qui a été mis en lumière, c'est que effectivement, on doit faire un travail d'éducation. Et si vous regardez dans le monde, peu importe le domaine dans lequel on s'attaque, il y a toujours un travail d'éducation à faire. La base est toujours
l'éducation et c'est une rééducation constante finalement. Parce qu'on a beau suivre un chemin, à un moment donné, la vie va faire qu'on doit se rééduquer. Aujourd'hui, la crise sanitaire fait qu'on doit se réadapter à quelque chose, qu'on doit changer les choses. On n'est pas habitué à vivre avec nos enfants à la maison. Toutes les mamans ont été perdues de vivre ce confinement avec ses enfants. On sait que jusque 3 ans, ils sont là ou à la crèche et après, ils sont à l'école. Mais vivre H24 avec ses enfants, je vous dis, ça a été peu facile pour beaucoup de familles et c'est compréhensible qu'il y ait par la suite beaucoup de violence. Donc, finalement, tout est une question de réadaptation, tout est une question de rééducation sans cesse. On doit toujours se remettre en question. En fait, l'homme doit se remettre en question, tout simplement, et dans toutes les phases de sa vie, dans toutes les situations, et travailler à des profils pour le soutien des femmes, travailler à des approches différentes et dans le sens où on doit dire que pour soigner, aider, il faut avoir vécu la chose. Je ne crois pas que tous les docteurs ont eu des jambes cassées avant de les réparer. Donc je pense qu'il ne soit pas obligé, il n'est pas nécessaire qu'une personne qui n'a pas vécu la violence agisse et aide des femmes qui ont subi la violence. Parce que quand on a subi la violence, on a encore ce quelque chose-là dans le cœur. Il y a un lien qui touche. C'est ce que j'ai partagé avec Maria quand j'ai rencontré. On s'est rencontrés sur un plateau où on intervenait pour la violence faite aux femmes. Et donc, c'est ce lien qui nous a rattachés. Mais ce que Délicia fait avec beaucoup d'autres femmes, ce n'est pas négligeable, c'est tout aussi important. Elles ont une autre approche et comme elle l'a dit tout à l'heure, elles ont le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités parce qu'elles ont une approche externe. Donc, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de sous-aide, parce qu'on a besoin de tout. Et chaque situation, chaque personne est différente. Donc voilà, il n'y a pas des cases à mettre, cette aide-là, il n'y a pas une aide spécifique. On a toutes besoin d'une certaine manière, d'une certaine approche pour avoir une solution dans ces moments difficiles et croyez-moi, il faut les avoir vécus pour savoir de quoi on peut parler face à quelqu'un comme Délicia qui a de l'empathie très naturellement et l'empathie fait qu'elle peut y arriver. Je n'ai pas été violée, mais ça ne m'empêche pas d'aider des femmes qui ont été violées. Donc voilà, l'empathie, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je vais laisser le mot de la fin à ces intervenantes que je remercie pour la qualité de leur contribution. Que je remercie pas parce qu'elles m'ont compliqué la vie pour les questions. Elles ont vraiment bien fait le job et elles ont vraiment répondu et je vois que par les interactions avec les internautes, ça s'est très bien passé également. Je vais leur laisser discuter et vous apporter leurs derniers mots par rapport à cette situation. Et la campagne est jusqu'au 10, donc il y aura des lives jusqu'au 10 chaque mercredi. Et voilà, on parlera et on prendra la violence faite aux femmes sur différents angles avec différents intervenants qui viendront parler de leur expérience ou pas. On y va? Je le dis? Alors, je voudrais juste rebondir sur le fait sur ce que tu disais tout à l'heure, la force qu'on trouve. C'est vrai que c'est incroyable la force dont on peut faire preuve pour sauver au moins ses enfants et on ne sait même pas où on la trouve, cette force. Mais en fait, on la trouve parce qu'on n'a pas le choix. Et que si nous, on s'effondre, tout s'effondre et il n'y a plus rien qui va. Je voudrais terminer juste si ça pouvait être écouté. Les filles, s'il vous plaît, ne comptez pas sur les hommes pour nous sauver. Il faut qu'on s'entraide entre nous. Arrêtons, les filles. Il faut vraiment qu'on soit soudées les unes aux autres pour se sortir de tout ça. Égoïstement, on n'y arrivera pas. Voilà. Et merci à Délicia de nous apporter ton aide, même si tu n'as pas vécu le truc. Merci. Conclure sur ce sujet, c'est très compliqué parce que ça ne finit vraiment jamais en fait. Donc là, on va terminer l'émission, mais les réalités, elles sont là. Les réalités, elles continuent. J'ai perdu ma connexion parce que je voulais lire quelque chose. Si ça prend trop de temps, je vais laisser tomber.
Mais en fait, c'est comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'a pas vécu les mêmes réalités qu'on ne peut pas comprendre. Vraiment, ça ne veut absolument rien dire. Et justement, pourquoi on parle d'empathie, on parle beaucoup d'empathie. Et je répète encore ce mot, parce que l'empathie, c'est la base déjà de ce que je suis, ma personnalité, quel que soit le domaine, et la base de ce que je suis dans mes interventions associatives, dans mon rôle associatif. Et en fait, c'est moi. L'empathie, c'est mon trait de caractère. Donc, on le retrouve dans tout ce que je fais, en fait, dans tout ce que je fais. Et c'est vraiment, je voulais reprendre vraiment la définition de ce mot telle qu'elle est écrite dans le dictionnaire, mais j'ai perdu la connexion. Mais c'est vraiment cette capacité à pouvoir prendre l'émotion de l'autre, en fait. Prendre l'émotion de l'autre, la prendre, la comprendre, la partager, la vivre. Et c'est ce qui fait qu'on comprend. C'est ce qui fait que voilà, ce qui fait qu'on comprend, c'est ce qui fait que je comprends. Et puis dans tous les cas, j'ai aussi eu à le dire. Finalement, la violence, en fait, en regardant bien, en gros, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu et on le vit tous. Parce qu'on l'a bien dit, on l'a bien précisé, la violence, elle n'est pas que conjugale, elle n'est pas que domestique, la violence, elle n'est pas que physique, elle est aussi morale, elle est aussi psychologique. C'est pas forcément des coups, c'est aussi des paroles. Et tous, autant que nous sommes, on a eu à être victime au moins de la violence verbale. Donc, on sait et on peut savoir ce que ça fait d'être une victime. Et être victime de violence, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer en degrés. Donc, on peut pas dire que parce que moi, on m'a frappé et toi, on t'a insulté, tu as souffert moins que moi et j'ai souffert plus que toi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'au début, encore, je l'ai dit, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas assistante sociale, je suis tout simplement Délicia, Souka, divine, je suis femme et rien que dans mon identité de femme, j'ai toute la légitimité pour avoir l'écoute, pour avoir l'oreille et pour avoir la légitimité de tendre une main à celle qui en a besoin pour la relever, pour qu'elle retrouve l'estime d'elle-même. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'étudie pas à l'école. C'est quelque chose qu'on n'étudie pas sur les bancs d'école. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre un diplôme dessus. On ne peut pas mettre quelque chose de qualitatif dessus, en fait. C'est l'empathie, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas comprendre. Et si tu l'as, tu peux comprendre. Donc, c'est ce qui me donne la facilité de pouvoir accompagner, de pouvoir encadrer, de pouvoir conseiller, de pouvoir écouter. Et si je peux donner un message à toutes celles qui nous écoutent, il n'y a pas de, si je peux dire, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut parler. Je sais que parler soulage, parler libère, surtout quand on tombe sur la bonne personne. Donc, je m'adresse à deux personnes. Je m'adresse à la victime pour l'encourager à briser le silence, pour l'encourager à se tourner vers quelqu'un pour parler, pour se libérer, même s'il faut tout vomir, allez-y. On sait ce que ça fait physiquement lorsqu'on vomit. C'est quelque chose qui est très désagréable. On peut dire qui est dégoûtant, qui est dégueulasse. Mais une fois que ça sort, vous voyez comment on se sent soulagé et léger. Donc, quitte à vomir ce qu'on a, faites-le. Et donc, je m'adresse donc à l'autre personne, à cette oreille, celle qui va écouter. Elle a aussi son rôle à jouer, en fait. Parce que quand quelqu'un vient vers vous pour essayer de dire quelque chose, il faut tendre l'oreille. Parce qu'à partir du moment où vous fermez les oreilles, vous fermez les yeux, vous devenez complice de son bourreau, en fait. Vous devenez complice de sa souffrance parce qu'elle est venue vers vous pour trouver de la consolation, du réconfort, une solution. Vous n'avez pas ouvert la porte. Voilà. Et à cette personne aussi, à cette oreille qui reçoit lorsque vous écoutez une personne qui vient se confier, le but,
ce n'est pas de devenir une radio. Le but, ce n'est pas de devenir une télévision pour derrière aller rapporter tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a confié. La personne qui vient se confier à vous, c'est parce que, je l'ai dit, elle n'a pas d'autre moyen, pas d'autre solution. Je l'ai dit au début de l'émission, c'est déjà une victoire de pouvoir se libérer parce que c'est notre intimité qu'on ouvre, c'est la porte de son intimité, de sa maison, de tout. Donc, cette personne qui fait le pas de venir se confier, c'est déjà un combat pour elle. Alors, si après, c'est pour tout prendre et aller rapporter, là, vous êtes sur la même échelle que son bourreau. Vous êtes sur la même échelle que son bourreau. Donc là, il y a vraiment deux rôles importants. Victime, parlez-en, libérez-vous. Et de l'autre côté, nous qui sommes là, soyons cette oreille bienveillante, soyons cette épaule qui va écouter, qui va recueillir les larmes sans jugement. C'est important, sans jugement. Une chose dont on n'a pas besoin, c'est de juger et d'être jugé. Voilà un peu. Alors, je vous invite en tout cas à contacter Délicia. Il y a sa compagne qui circule sur les réseaux. Maria, il y a la page, hein, vous lui envoyez un message et elle vous répond parce que c'est Maria qui répond. Nous, on poste le travail, mais Maria répond directement aux personnes. C'est le rôle d'une marraine de répondre avec son cœur et pas avec nos idées à nous. Et aujourd'hui, quand même, je voudrais remercier Dorinel et Monsieur Saint John Goodman qui ont tout aussi bien contribué, qui ont malmené nos intervenantes par moment. Et donc voilà, merci à vous d'avoir participé et merci à vous pour vos commentaires qui encouragent. Ça donne l'envie de vraiment de continuer à travailler. Alors je vais lire, hein, Monsieur Saint John Goodman vous dira « Bravo Amina Nsenga-Lutumba, votre commentaire est bien égayé et mérite des félicitations. Félicitations à toutes. Restez focus dans votre moule. Respect à vous les femmes. » Dorinel dira « Merci à toutes. C'était un réel plaisir de vous écouter et de profiter de la richesse de vos interventions. » Et Monsieur Saint John revient en disant « C'est bien, Madame Délicia Souka, vous avez un grand cœur. Je vous encourage à continuer cette optique. Avoir bon cœur est un don naturel et ce n'est pas donné à tout le monde. Merci à vous toutes. Merci pour vos grands cœurs. » Donc, de l'école de la rue, qui n'a pas vécu la rue, ne peut pas sauver. Monsieur Saint John a été vraiment convaincu par les interventions de Délicia, comme quoi il suffit des fois de dépasser le stade et faire connaissance avec une personne pour voir quelles sont ses capacités. Et Madame Dorinel vous répond en disant « C'est nous qui vous remercions », malgré que nous les remercions aussi. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. C'est des femmes qui sont mises à l'honneur. Et à l'occasion, Madame Dorinel, je vous vois beaucoup contribuer à nos lives. On vous invitera aussi en tant qu'intervenante parce que vous avez des interventions pertinentes qui pourront aider, je pense. Donc voilà, merci en tout cas, Délicia, d'avoir répondu malgré ton agenda. Merci à toi, merci Maria, Anna aussi qui était là. Voilà. Merci Anna, si tu nous regardes, n'oublie pas de répondre aux messages. Et surtout, merci à toi Maria de porter sur tes épaules cette campagne. Vraiment, merci à tous. Bonne soirée. La lutte continue, comme on dit. La lutte continue. Allez, bonne soirée. Bye. Merci, bonne soirée. Au revoir.